Merci beaucoup de m'avoir invité à traiter les traumatismes crânio-encéphaliques. Alors, on m'a donné un sujet qui est un peu vaste. Vous savez que les traumatismes crânio-encéphaliques, c'est faire le tour de la question. Et aussi bien c'est le tour de la question, mais aussi c'est un sujet qui est quand même très intéressant en pratique d'urgence pour les médecins de toutes catégories. Et donc, c'est un sujet qui est quand même intéressant de traiter. Alors, je commence par l'épidémiologie pour dire que ce que vous voyez comme statistique, c'est un peu vaste. On peut toujours, à chaque service, on peut avoir les propres statistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de rassembler les statistiques de tous les hôpitaux, les CHU, aussi bien les hôpitaux périphériques, pour avoir une vraie statistique du Maroc. Alors, accident de la voie publique, c'est pratiquement les 2/3 des statistiques, 60% pratiquement. Accidents de travail, mais aussi, il y a les accidents les chutes aussi, on peut les ajouter ici. Mais donc, accidents du sport, de travail, donc 20%. Les chutes, les autolyses, les suicides, tous les traumatismes en général qui touchent les traumatismes crâniens. Chez l'enfant, pourquoi j'ai parlé d'enfant? Parce que l'enfant, c'est un peu particulier, surtout c'est le nourrisson et les nouveau-nés. Et vous savez que les traumatismes, des traumatismes, surtout le nouveau-né, obstétricaux, c'est très important aussi, mais aussi les traumatismes de l'enfant, parce qu'il y a une spasticité, c'est-à-dire si c'est un traumatisme bénin, le bébé peut récupérer, sauf si c'est un traumatisme un peu violent, où il y aura des lésions un peu sérieuses. Donc voilà, donc, je commence par ça comme statistique. Et je parle aussi de mortalité. Vous avez la mortalité aussi. Pratiquement, merci. Le milieu. Donc, pratiquement, mortalité, c'est dans les traumatismes quand même graves et qui relèvent aussi de la réanimation. On peut avoir pratiquement, on arrive quand même à 60% pour les traumatismes aussi sérieux, qui sont graves. Et il y a quand même des séquelles. C'est des traumatismes touchés donc au niveau du cerveau, au niveau du crâne, donc on peut avoir des séquelles. Et il y a plusieurs séquelles. Le déficit. Et on peut avoir aussi pratiquement une paralysie faciale aussi. On peut avoir une aphasie, trouble de langage. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir au niveau des séquelles de ces traumatismes crâniens. Donc aussi l'impact, on peut avoir un impact direct et les impacts secondaires. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas toujours gagné au niveau d'un traumatisme crânien. On a les lésions primaires. Ces lésions primaires, par exemple, pour avoir des lésions du scalp, de la plaie, une seule plaie au niveau du scalp, comme on peut avoir une lésion avec une perte de substance et qui peut avoir, on peut avoir des sutures pour faire ces plaies, pour les réparer, comme on peut avoir aussi des fractures du crâne. Et là, la majorité des mamans, on parle s'il y a une fracture, un seul trait de fracture, on dit est-ce que ça
peut avoir une répercussion? Non. Un seul trait de fracture? Non. Par contre, une embarrure, qu'est-ce que c'est une embarrure? C'est-à-dire un fragment qui touche une partie de l'os et qui va être enfoncé au niveau du cerveau. Et ça, c'est vrai, ça peut donner un enfoncement cérébral et peut donner donc des lésions au niveau. Donc, embarrure, on va voir les embarrures dans une radio. Une plaie crânio-cérébrale, qu'est-ce que c'est une plaie crânio-cérébrale? C'est lorsque vous avez une plaie du scalp, une plaie au niveau du crâne, une plaie des méninges et qui peut avoir une issue de LCR et on peut avoir issue de matière cérébrale par la plaie. Donc c'est une lésion pratiquement de toutes les structures, de la peau jusqu'au cerveau, ou uniquement des méninges. Pour parler d'une plaie crânio-cérébrale, une PCC, c'est lorsque nous avons la barrière des méninges. Lorsqu'il y a la barrière des méninges et la barrière de l'os, c'est une fracture, c'est une plaie crânio-cérébrale, c'est une lésion sérieuse parce qu'il y a le risque de méningite. La lésion que vous pouvez avoir qui est très importante et on peut opérer même si à 3 heures du matin, c'est l'hématome extradural. C'est une extrême urgence pour les neurochirurgiens. Donc on va voir des images pour ça. Une lésion aussi qui est aussi grave et ça peut donner donc un traumatisme grave qui nécessite une hospitalisation, un 6 jours en milieu de réanimation, c'est les hématomes suduraux aigus. Et bien sûr aussi les contusions qui peuvent donner des lésions graves. Alors ça, c'est des lésions directes. Et lorsqu'on a une lésion directe, ce n'est pas encore sauvé, parce qu'à ce niveau-là, on peut ne pas avoir de lésions sérieuses. Si ça passe le cap de 48 heures, on passe aux lésions de décérébration, donc des lésions secondaires. Et donc, à ce niveau, on peut avoir des contusions cérébrales, on peut avoir un œdème cérébral diffus. Il y a plusieurs œdèmes. L'œdème vasogénique qui est aussi important. Les hématomes profonds. Je viens de parler de l'hématome extradural. Je peux avoir aussi de l'hématome suduraux aigu, grave, mais aussi les hématomes intracérébraux. Et tout ça, ça peut donner des lésions, des traumatismes graves. Donc, qu'est-ce que c'est l'axos? C'est une lésion cérébrale qui, comment ça donne un retentissement des lésions cérébrales par des lésions périphériques qui prendraient ce traumatisme grave, par exemple, chaque fois que vous avez la tension qui est basse, chaque fois que vous avez un traumatisme thoracique. Donc ça va retentir sur le cerveau. Les lésions périphériques qui peuvent donner une lésion cérébrale par certaines lésions, par exemple l'HTA, la tension qui va être basse, ou bien au niveau des traumatismes thoraciques, par exemple un hémothorax, un pneumothorax, tout ce qui est lésion grave périphérique peut retentir sur le cerveau. Les lésions élémentaires aussi, les fractures du crâne. Les fractures aussi communitives de la voûte. Qu'est-ce que c'est communitif? C'est-à-dire une embarrure, par exemple. C'est une lésion qui dépasse un trait de fracture. Une fracture de rocher, c'est-à-dire c'est une atteinte du rocher où il y a les structures de l'oreille à ce niveau-là.
les fractures de la base du crâne. On va voir tout ça sur des images. Voilà. Donc les fractures du crâne, donc de la voûte. Qu'est-ce que c'est une fracture de la voûte? C'est la voûte, c'est ça, c'est là où vous avez la partie qui couvre le cerveau. Et à ce niveau-là, de parler de la fracture. Alors une fracture simple de la voûte, ils n'ont jamais de retentissement clinique parce que c'est une fracture au niveau de la voûte, à ce niveau-là. Donc là, c'est une embarrure, c'est un enfoncement de l'os. Ça, c'est un scanner en fenêtre osseuse, fracture sans retentissement sur le cerveau. Par contre, là, c'est une embarrure et c'est un fragment osseux qui va s'enfoncer à l'intérieur et va donner quand même un enfoncement sur le cerveau. Il peut donner des lésions cérébrales à ce niveau-là. Et là, ça va donner quand même une lésion cérébrale sous-jacente. On vient de parler de PCC, de plaie crânio-cérébrale, par exemple. Il peut donner donc un préjudice esthétique, c'est-à-dire on peut avoir à ce niveau-là un enfoncement esthétique. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'esthétique à ce niveau-là, c'est l'enfoncement de ce fragment cérébral, ce fragment osseux à l'intérieur du cerveau. Vous imaginez que ça peut donner une lésion cérébrale, une contusion cérébrale. Là, c'est une fracture aussi crânienne et à ce niveau-là, ça va donner fracture. Si vous voyez donc une coupe de la base du crâne au niveau du rocher, ça c'est le rocher où il y a l'enfoncement, là où il y a les structures de l'oreille, oreille interne, moyenne et externe, et vous avez une fracture du rocher. Et là, il y a le passage du nerf facial, et c'est pourquoi on peut avoir une paralysie faciale. On peut avoir une autoragie, c'est-à-dire il y a du sang qui sort de l'oreille externe. On peut avoir du sang qui passe ici. Mais ce qui est quand même plus grave, c'est lorsque vous avez du liquide céphalorachidien, le LCR, qui sort ici, parce que vous devinez, si le liquide qui sort, ça veut dire qu'il y a une lésion méningée et il y a le risque de méningite à ce niveau-là. Alors, ce sont des lésions. On a parlé de l'étage antérieur, c'est là où il y a chaque fois qu'il y a une lésion des méninges qui donne les risques de méningite. On a parlé du rocher, maintenant on parle de l'étage antérieur. À ce niveau, c'est l'étage antérieur, c'est frontal, c'est la région frontale. Et vous aurez la même chose, c'est la rhénorrhée, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien qui passe par le nez, parce que c'est la région qui est en contact avec la région nasale et vous pouvez avoir une lésion de la méninge au niveau frontal et c'est le risque de méningite à ce niveau-là. Vous devez une lésion de la base à ce niveau-là. Ça, c'est un trait de fracture basale aussi suborbitaire de la région orbitaire ici. Et ça, c'est une fracture un peu compliquée en Z au niveau frontal. Donc, la base du crâne peut donner une lésion de la base du crâne et à ce niveau-là, le risque, c'est la rhénorrhée. Alors, la rhénorrhée, il y a deux problèmes.
Ouais, c'est du liquide céphalorachidien qui passe par le nez. C'est le risque de méningite à ce niveau-là. Mais qui passe ici aussi, c'est les filets olfactifs. Les filets olfactifs, c'est l'anosmie. Qu'est-ce que c'est l'anosmie? هو الإنسان اللي ما باقيش يشم ما تيشمش, c'est l'anosmie, parce qu'il y a les filets olfactifs qui passent à ce niveau-là. Donc retenez, au niveau du rocher, c'est l'autorragie, ou bien la rhinorrhée, c'est l'autorrhée, c'est la paralysie faciale, et retenez au niveau de la base du crâne, au niveau de facial, vous aurez la rhinorrhée ou bien l'anosmie, parce qu'il y a les filets olfactifs qui passent à ce niveau-là. La prise en charge du traumatisé. Et dans ce cas, vous aurez la prise en charge d'un traumatisme crânien. Le pronostic, ce n'est pas ici, c'est au niveau du lieu de l'accident. Donc, c'est au niveau du lieu de l'accident où ça commence la prise en charge. Et le pronostic sera meilleur. Ce n'est pas au niveau de l'hôpital que la prise en charge sera meilleure. C'est au niveau du lieu de l'accident. Alors, prise en charge du traumatisé, l'interrogatoire, donc perte de connaissance initiale. Si le malade il perd conscience, mais il se reprend rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lésion qui est en train d'installer. Le pire des cas pour les neurochirurgiens, c'est l'hématome extradural. Plainte fonctionnelle, c'est-à-dire le patient peut venir avec des céphalées, peut venir avec des vertiges, avec des convulsions ou avec une fièvre. Donc les antécédents, il faut voir quand même les antécédents, c'est important aussi. Et alors, les antécédents, donc chercher s'il y a une HTA, un diabète, tabagisme, le dernier repas, parce que si on veut opérer ce malade, on veut l'opérer, si c'est une urgence, même s'il a mangé, mais quand même, s'il est à jeun, c'est mieux. Si le dernier repas il est lointain, ce sera très bien. Alors, le début, soit c'est un traumatisme crânien violent, c'est-à-dire grave, on suspecte qu'il y a un hématome, aussi bien un hématome extradural ou autre situation sudurale aiguë, ou bien intracérébral, ou bien des hématomes aigus ou chroniques, ça dépend, mais c'est un coma. Si c'est un coma, c'est un séjour de réanimation, donc le malade va aller à la réanimation. Et vous avez le traumatisme crânien peut être bénin, c'est-à-dire léger, il est conscient, c'est bien. Si c'est un extradural conscient, c'est bon pronostic. Si c'est un extradural grave, le pronostic est mauvais, c'est-à-dire 50% de mortalité. Vous voyez, entre les deux, le pronostic diffère. Vous opérez un hématome extradural conscient, c'est bien. Vous opérez un hématome extradural comateux, le pronostic diffère. Alors, là, j'ai mis ici quand même économique, c'est normal, parce qu'un traumatisme crânien, ça rentre cher pour la famille, mais pour la société. Et le social, pourquoi le social? Parce que le malade, souvent un traumatisme crânien, c'est un sujet jeune et qui a une famille, qui a une femme par exemple, des enfants, et c'est social quand même, ça pose un problème d'argent pour cette famille-là, et psychologique parce que le malade peut donner
après un traumatisme crânien, des lésions. Il devient agressif, par exemple. Il fait beaucoup de problèmes vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de lui. Il peut se suicider. Il peut avoir des problèmes d'agressivité vis-à-vis de la famille. Donc, c'est un problème qui est quand même sérieux pour un traumatisme crânien. On a vu des malades où la famille vient avec le malade traumatisé, le malade blessé, et qui nous raconte des choses incroyables pour l'agressivité qui devient pour ce patient vis-à-vis de sa famille. Donc, on demande souvent pour ce malade qu'il soit quand même consulté par un psychologue, par un psychiatre. Donc, c'est très important. Alors, on va voir ce patient, mais patient traumatisme crânien, l'examen devrait être vite, rapide, consigné dans un dossier médical, mais c'est pas comme un malade qui a une pathologie chronique, un blessé traumatisé crânien, l'examen ne devrait pas dépasser 5 minutes. Qu'est-ce que c'est un examen d'un traumatisme crânien rapide? Le but, c'est de chercher une urgence, c'est ça le but, de chercher ce qu'il y a une autre lésion associée à côté, et donc aller faire un scanner pour ce malade rapidement. Et ce n'est pas faire une radio du crâne. C'est fini l'ère de radio du crâne de face et de profil, ça ne sert à rien. On n'écrit jamais pour un malade une radio du crâne. Pourquoi? Ça va perdre du temps. Et ce qu'on va voir au niveau du scanner, c'est les mêmes choses qu'on va voir au niveau de la radio du crâne. Donc, il ne faut pas perdre du temps au malade pour faire une radio du crâne, ça ne sert plus à rien. Il faut aller faire un scanner rapidement. Voilà. Donc, comment on va évaluer le malade? Par le score de Glasgow. C'est ça l'évaluation pour la vigilance. Donc, l'état de conscience, on le fait par le score de Glasgow. Rechercher des signes de localisation, c'est-à-dire un déficit neurologique, une convulsion. Il faut faire ça rapidement, Examen des pupilles bilatérales, c'est-à-dire les pupilles au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a une midriage, c'est-à-dire ce noir au niveau des yeux, est-ce que les deux sont ouvertes, les deux pupilles sont larges, sont dilatées, ou une seule pupille qui est dilatée? Donc on parle, si une seule pupille qui est dilatée, c'est l'anisocorie. C'est une atteinte d'un côté où il y a donc un hématome extradural qu'il faut aller évacuer. Si vous avez une midriase bilatérale, ça veut dire qu'il y a une souffrance du tronc cérébral. Et ça aussi, c'est mauvais. Donc, l'examen du pipi, l'examen général, hémodynamique, la tension, le pouls, recherche des lésions associées. Tout traumatisme crânien est un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Vous savez ça? Donc, il faut faire aussi, mais sans tarder pour un problème crânien, ce qu'on appelle des radios du rachis cervical. Mais vous allez faire aussi des radios selon l'atteinte. Si vous avez d'autres lésions, des douleurs par exemple du rachis lombaire, au niveau du bassin, comme l'a dit M. Depart, des rectorragies, et des sangs par l'urètre. Donc tout ça, il faut faire le diagnostic rapidement et consigner. Voilà le signe le score de Glasgow pour aller voir ou évaluer l'état de conscience, l'état de vigilance. C'est très important, le Glasgow. Tout le monde devrait connaître ce score de Glasgow. Aussi bien médecin
que paramédical, c'est la même chose, parce qu'on va parler le même langage si nous avons un traumatisme crânien qu'on va suivre ensemble. Donc, c'est pourquoi il est bien de connaître pour les paramédicales aussi, parce que c'est important. Alors, ce score, il est évalué sur 15. Là, on est conscient, c'est 15. Le chiffre le plus bas, c'est 3. D'accord? Alors, oculaire, la réponse oculaire, elle est côté A4. Alors, ouverture spontanée des yeux, il est côté A4, c'est-à-dire notre blessé, il est là, il ouvre les yeux spontanément, il est côté A4. D'accord? L'ouverture à la demande. تنقول له حل عينيك كيحل عينيه بوحدو مي à la demande aussi غادي يحل عينيه تقول له حل عينيك. Sinon tu passes à la douleur, c'est-à-dire tu stimules le corps là où c'est un peu douloureux pour qu'il ouvre les yeux. C'est où? C'est les mamelons. Vous pincez les mamelons de façon un peu... S'il va ouvrir les yeux, c'est bien. Donc, il est côté A2. Mais il n'ouvre pas... Quand vous voulez, il n'ouvre pas les yeux. C'est côté A1. D'accord? La réponse verbale, il est A5. Il est approprié et orienté, c'est-à-dire sans problème, c'est 5. Il est confus, mais cohérent, c'est-à-dire il y a une confusion pour lui, mais il est cohérent, il arrive à vous comprendre et tout ça, c'est 4. Si son langage il est incompréhensible, incohérent, c'est 3. Incohérent, il parle d'autres choses, mais vous arrivez à comprendre, c'est 3. Mais là, c'est incompréhensible, c'est 2. Et il ne parle pas du tout. Absent, c'est 1. Alors, la réponse motrice. La réponse motrice, sur ordre à la douleur, à la demande, pardon, à la demande. هز يديك هز رجليك c'est 6. Orienté, c'est-à-dire tu arrives à le pincer, mais au niveau, par exemple, au niveau du membre supérieur et le membre inférieur et le membre supérieur, il va avec son membre pour essayer de t'enlever ta main. La main ديالك تيحاول يحيدها, c'est 5. Alors, retrait en flexion, c'est 4. Retrait en décortication, c'est 3. En décérébration, c'est 2. Alors là, il fait le retrait, mais ce n'est pas comme ici. C'est-à-dire il essaye de t'éviter, mais il n'arrive pas. D'accord? Mais là, la réponse en décortication, c'est-à-dire il va faire ça. Vous le pincez, il fait ça, en dedans. Et en décérébration, il fait l'inverse, en extension. D'accord? On parlera de ça à la fin si vous avez des questions. Alors, résultat. Vous avez entre 7 sur 15, c'est un coma. 3 sur 15, c'est un coma dépassé. C'est un coma dépassé. Et entre 12 et 14, c'est un patient qui est somnolent. Il est somnolent. Quel est l'intérêt de ce score de Glasgow? C'est qu'il est simple. Il est simple, il est reproductible.
C'est-à-dire, moi j'étais de garde, je trouve un malade qui a par exemple 12 sur 15. Toi, tu es de garde après moi, tu trouves 12 sur 15, ou bien tu trouves 7 sur 15. Tu vas dire quoi? Moi, j'ai trouvé 12 sur 15. La garde d'après, tu as trouvé 7 sur 15. Ça veut dire quoi? Il y a une aggravation. Le malade s'aggrave. Donc, c'est reproductible, c'est-à-dire on parle tous le même langage. C'est ça, reproductible, et à la portée des acteurs non médicaux. C'est-à-dire les médecins, on arrive à se comprendre, même le paramédical, il arrive à comprendre ce qu'on dit. Donc, je sais qu'il y a des infirmiers et infirmières dans mon service. Ils savent ce que c'est un scope de Glasgow. Et parfois, ils nous disent « Non, non, c'est pas ça, c'est pas 7, c'est 8 ». Donc, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on parle du même langage pour le score de Glasgow. Bien. Midriase unilatérale, ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a une urgence. Pourquoi? Que chaque fois que vous avez une midriase unilatérale, on va faire un petit diagnostic. Si vous avez un malade, retenez bien, vous avez un patient qui a un hématome temporal gauche. Retenez, hématome temporal gauche. Il fait un engagement. Il fait un engagement. Quelles sont les lésions que vous aurez? Qui veut répondre? Je répète, hématome temporal gauche. Il fait un engagement. Vous savez l'engagement? Qu'est-ce qu'il va faire comme lésion? Qui veut répondre? Personne? Il va faire quoi? Il va faire 3 choses. Midriase unilatérale où? Gauche. Oui, très bien. L'autre lésion? Hémiplégie? Droite. قالت لكم حاجة واحدة. Le coma. Le coma. Pourquoi? Parce que dans le tronc cérébral, il y a la substance réticulée. L'engagement temporal gauche, c'est le cerveau qui va bouger vers le côté foramen ovale. Il va comprimer le tronc cérébral. La foramen, la substance réticulée du tronc cérébral, c'est le coma. D'accord? On est d'accord ou pas? Donc, engagement égale urgence. Tout traumatisé crânien doit être considéré comme un traumatisé du rachis cervical, je viens de le dire. Donc, on passe. Là, vous ne voyez pas, je pense, ici. Pourquoi je vois moi, Wahdi? Je pense que on aura même ça. Normalement, c'est bien. J'ai touché quelque chose. Excusez-moi. C'est bon? Voilà. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Pour voir la prise en charge. En parlant de dire, est-ce que ce patient, on a le droit de le dire, ce patient va partir chez lui sans problème, sans problème, ou bien c'est un malade qu'on va garder au service de neurochirurgie, ou bien c'est un patient qui va partir au milieu de réanimation. C'est ça le but. Alors le groupe 1,
il est asymptomatique, c'est-à-dire il a 15 sur 15, avec des céphalées modérées. Il n'a pas de perte de connaissance, pas de PCI. D'accord? Il a une bosse sérosanguine, c'est-à-dire il a un petit hématome. Il a fait un traumatisme qui n'est pas violent, il est léger, mais il fait quand même une bosse sous le scalp, c'est-à-dire une bosse du sang, mais sous le scalp. Il ne touche pas le crâne. Et il a une contusion au plaie simple du scalp. Ce n'est pas une plaie très importante. Et tout ce qui se résume, c'est le Glasgow. Il est à 15, donc malade, il est conscient. Donc ce patient-là, il n'a pas de... On ne va pas faire de radio du crâne parce qu'on a parlé. Ça ne sert à rien de faire une radio du crâne à un malade. C'est fini. Un interne qui fait une radio du crâne pour un traumatisme crânien, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On fait un scanner, on ne fait pas une radio du crâne. Alors, pas de radio du crâne, mais on ne va pas de TDM cérébral, on ne va pas faire d'un scanner cérébral. Dans ce patient, on va l'hospitaliser chez lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire hospitaliser chez lui? Si la famille il est un peu comprend, si une famille comprend un peu, on peut tolérer que ce patient parte chez lui, mais avec une surveillance familiale. S'il y a une aggravation, ils peuvent l'amener. Mais bien sûr, on ne va pas faire sortir un malade, un blessé traumatisé crânien, وساكن مثلا بعيد على كازا. On ne va pas prendre ce risque, bien que ce malade n'a rien. En principe, il n'a rien. Par contre, le groupe 2, il y a quand même une perte de connaissance initiale, une PCI. Et il a des céphalées quand même croissantes. Il a une crise d'épilepsie. Il y a des vomissements. C'est un polytraumatisé. C'est un enfant quand même inférieur à 2 ans. C'est un nourrisson. Avec un Glasgow quand même à 15, il est conscient. Il est quand même conscient. Mais ce malade, on ne va pas prendre le risque de le donner à la famille pour qu'il va chez lui. Pourquoi? Parce que quand même, il y a des céphalées quand même qui est croissante. Et je sais que nous avons opéré des céphalées, des malades avec un hématome extradural, avec simple céphalée. Bien que ce patient, il a quand même, il est à 15 sur 15, il est conscient. Donc ce malade, on va le surveiller de façon une surveillance clinique pendant 48 heures avec une TDM cérébrale. Au moindre doute, on va le faire. Mais on a fait service, malade qui fait ça, des céphalées, on fait un scanner d'emblée, on n'attend pas. Par contre, l'autre c'est très simple, c'est un malade qui a une altération de la conscience et diminution progressive de la conscience. Donc ça, c'est un malade qui quand même qui est en coma, avec des signes neurologiques focaux, une hémiplégie par exemple, une plaie pénétrante, une embarrure. Donc celui-là, on va l'hospitaliser en soins intensifs. Il va être vu par un neurochirurgien pour donner son avis et on va faire un scanner en urgence. Donc vous voyez, du type A, du groupe A vers le groupe 3, l'attitude diffère. D'accord ? Mais je vais poser quand même une petite question, parce que j'ai parlé de crise convulsive, épilepsie post-traumatique. Quand est-ce qu'on va faire un anticonvulsivant? Si? Quand est-ce qu'on va faire un anticonvulsivant? On ne va pas faire pour un traumatisme crânien, d'emblée, on va faire des
un anti-épileptique. Quand est-ce qu'on va faire un anti-épileptique chez quelqu'un traumatisé crânien qui a convulsé ou qui n'a pas convulsé? Les deux. Un qui n'a pas convulsé. Et sinon, on a le droit de faire le traitement anticonvulsivant. Qui a dit non? Ouais, lâche. Lorsqu'on dit non, on dit pourquoi. Il y a des malades où moi je donne un anticonvulsivant, un traumatisme crânien. Quand? Hein? Lorsque vous avez un traumatisme crânien avec une embarrure corticale, avec une contusion corticale, le cortex. Quand est-ce qu'on fait un anticonvulsivant pour un traumatisme crânien qui a convulsé? Lorsqu'il convulse, la première traumatisme. Lorsqu'il convulse avec une lésion comme ça qu'on vient de dire, une barrière corticale, contusion corticale, malade hospitalisé en milieu de réanimation, tout ça, on va mettre un malade sous convulsivant. Sauf, parfois, on peut avoir un malade qui convulse la première fois. Ce n'est pas comme lorsque un malade convulse la première fois qu'on va le mettre sous corticoïde. Parfois, un malade il peut ne pas faire une deuxième crise convulsive après. Donc, on parle de crise sans lendemain. S'il n'y a pas de signe, je viens de vous dire, on peut ne pas mettre le malade sur anticonvulsivant s'il n'y a pas ces signes qu'on vient de vous dire. D'accord? Est-ce que vous avez une question sur ça? Comme ça, je passe. Oui. Au niveau du traumatisme crânien, aucune indication. Ça ne sert à rien. Donc, un malade traumatisé crânien, ce n'est pas la peine de le mettre sous corticoïde, ça ne sert à rien. Par contre, un malade qui a un rachis cervical, oui. Surtout les premières 24 heures, oui. Un traumatisme crânien, aucune indication de corticoïde. D'accord? Je passe? Oui. C'est-à-dire une convulsion loin de ce que je viens de vous dire? Non. Pourquoi? Parce que si vous commencez les corticoïdes, les antiépileptiques, anticonvulsivants, c'est difficile de l'arrêter après. D'accord? Donc, si vous n'avez pas, une lésion près du cortex, ou malade en réanimation, non. D'accord? Bien. Alors, l'hématome extradural, je viens de vous dire, c'est l'extrême urgence pour les neurochirurgiens. C'est-à-dire un malade qui a un hématome extradural, il faut l'opérer. Donc, à juge de Lille, il faut l'opérer pour éviter l'engagement. Pour éviter un engagement. Alors, c'est un saignement entre l'os et la dure mère. C'est un saignement qui est fait entre l'os et la dure mère. Donc, vous ouvrez l'os, vous trouvez l'hématome. Donc, il est superficiel, il n'est pas profond. La symptomatologie est retardée. Ça, il faut l'oublier parce qu'on peut avoir un extradural simple céphalée. C'est ça que le pronostic est bon. Il ne faut jamais attendre un hématome extradural au stade de coma. Ça veut dire que vous l'avez pris en charge un peu tardif.
Il y a l'intervalle libre, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la PCI, c'est-à-dire un malade qui fait une perte de conscience initiale rapide, qui reprend rapidement la conscience, c'est en faveur d'un hématome extradural. Voilà, ça se répète là. C'est une perte de connaissance initiale, donc ça se répète, intervalle libre. Et si vous ne faites rien, c'est la détérioration secondaire de la conscience. Donc il faut opérer rapidement. L'hématome extradural le plus fréquent, c'est au niveau temporal, parce que c'est l'artère méningée moyenne qui est blessée, qui est touchée, et que ça donne un hématome volumineux. Et ça peut donner un engagement si on ne fait rien, donc ça, je viens de vous dire. Au niveau frontal, c'est une agitation, c'est une obnubilation et c'est un syndrome frontal. Ça, c'est des symptomatologies cliniques de l'extradural frontal. L'occipital, c'est trop visuel, céphalée, vomissement, et la fosse cérébrale postérieure, c'est une hypertension intracrânienne aiguë, avec parfois la mort cérébrale précoce, c'est au niveau de la région où il y a des sinus veineux, où il y a donc l'atteinte du tronc cérébral qui va donner donc la mort rapide. Mais en général, on arrive à opérer les hématomes extraduraux de la fosse cérébrale postérieure. Le scanner d'urgence, bien sûr, sans injection de produit de contraste. Chaque fois qu'il y a du sang frais, c'est sans injection du produit de contraste parce que du sang frais, aspect en lentille biconvexe, hyperdense, effet de masse sur les structures cérébrales. Il faut opérer en urgence. On fait un volet osseux. Donc, aspiration des caillots, coagulation des vaisseaux qui ont donné l'hémorragie, suspension de la dure-mère pour qu'il ne se répète pas. Après, et fermeture, bien sûr, sur drain. Donc, mortalité globale est de 5 à 10%. Donc, ce n'est pas un problème. Si on opère, c'est de bons pronostics, l'hématome extradural. Est-ce que vous avez toujours vu un scanner d'hématome extradural? C'est très facile, c'est une alors de toute façon c'est la lentille, c'est une hyperdensité, c'est du sang frais, c'est du blanc. Lentille biconvexe parce que la convexité de l'os et la convexité de l'hématome. C'est un hématome qui est volumineux qu'il faut opérer rapidement parce qu'il fait un effet de masse sur la ligne médiane et il fait un effet de masse sur les ventricules latéraux du même côté. Ça, c'est pratiquement pareil. Frontal. C'est un volume. Il faut l'opérer rapidement, sinon c'est la mort. Bien. C'est bon? Tout le monde a vu un hématome extradural, c'est très facile. Hein? Alors, l'hématome suddural, surtout aigu, c'est un saignement entre la dure-mère et l'arachnoïde. La dure-mère et l'arachnoïde, c'est elle qui est collée au cerveau. C'est l'arachnoïde. Il y a l'arrachement des veines corticales. C'est pourquoi c'est mauvais, c'est rapide et ça donne beaucoup de problèmes et c'est très grave, rapidement progressif. C'est mauvais pronostic l'hématome suddural aigu. Par contre, l'hématome suddural chronique, il est bien, de bon pronostic. Voilà.
vous avez ça c'est l'hématome suddural aigu. C'est chaque fois qu'il y a du blanc, c'est du sang frais. Et vous avez quand même la ligne médiane, il est poussé vers l'autre côté, et vous avez aussi le ventricule du même côté qui est poussé. Donc il y a un gros effet de masse, et ce sont des malades de mauvais pronostic. Souvent, il y a un coma associé. Par contre, là, c'est c'est du sang qui devient liquide. Là, pour opérer comme l'hématome extradural, il faut faire un volet. Il faut prendre de l'os très large pour faire le hématome suddural aigu comme l'hématome extradural que je viens de vous montrer. Par contre, il faut un seul trou, un petit trou, parce que c'est liquéfié, c'est du liquide. D'accord? Ça, c'est rapide, c'est le même jour de l'accident. Ça, c'est 15 jours à 1 mois. Et souvent, c'est un traumatisme crânien bénin. Parfois, ce sont des sujets âgés et parfois, il oublie même le traumatisme. Il l'oublie et il vient avec une hémiplégie. Souvent, c'est une hémiplégie. Vous faites un seul trou, c'est du liquide liquéfié et le malade récupère l'hémiplégie à la table opératoire. Pour nous, c'est le meilleur pathologie, l'hématome suddural chronique, parce que la famille voit leur malade récupérer sur la table opératoire. Il dit ça, c'est un bon chirurgien. C'est-à-dire, vous opérez un malade suddural chronique, vous aurez 4 clients après. Malheureusement, parfois des AVC ischémiques, non chirurgicaux. Alors, les lésions méningées, c'est-à-dire les hémorragies diffuses, l'hémorragie méningée, vous trouvez sur les méninges, vous trouvez du sang, c'est l'hémorragie méningée post-traumatique, les lésions corticaux, c'est-à-dire les contusions hémorragiques, ça c'est mauvais aussi, les contusions au niveau du cerveau, l'œdème cérébral aussi, l'hématome intracérébral. Alors l'hématome intracérébral, il y a 2 indications à opérer. Si vous avez un hématome extradural superficiel, malade comateux, il faut aller évacuer. Si c'est un hématome superficiel, malade conscient, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas toucher. Si vous avez un malade avec un hématome intracérébral profond, il faut aller faire un drainage externe, un drainage ventriculaire externe pour sauver le patient, parce qu'en général, c'est mauvais. Voilà. L'hématome suddural aigu, on vient donc de voir l'image. C'est un traumatisme important, trouble de conscience précoce, avec des signes de localisation, avec des crises convulsives, avec une évolution vers l'engagement cérébral ou bien vers le décès. Ça, c'est les contusions et les hématomes sudduraux aigus. Donc, je passe, ça c'est l'image qu'on vient de voir sur l'hématome suddural aigu. Parfois, on fait un volet décompressif, mais la majorité, 50% de décès, 50% de malades végétatifs, c'est-à-dire on donne à la famille un malade végétatif, donc c'est mauvais pronostic comme lésion. Alors, l'hématome suddural aigu, le scanner cérébral, on vient de le voir, sans injection, avec aspect en croissant de l'hyperdensité, c'est en croissant, et effet de masse, on vient voir l'effet de masse et les lésions intracérébrales fréquemment associées à cet hématome suddural aigu. Alors, on passe. Le traitement, c'est l'intervention en urgence, volet
décompressif. Incision de la dermale -M, c'était des lésions, c'est la chirurgie, c'est un peu spécial. Il faut lavage de l'espace sudural, il faut fermer sur un drain aspiratif. Je passe, c'est pas intéressant ça. Alors, les séquelles de l'hématome sudural aigu, c'est l'état végétatif malheureusement. On donne à la famille un malade végétatif. Si c'est vivant, mais 50% c'est le décès. Alors, déficit focal, trouble cognitif, c'est le syndrome subjectif des traumatisés crâniens où il y a beaucoup de problèmes, agitation, céphalée, convulsions, troubles végétatifs, beaucoup de problèmes qui sont lavage des psychiatres. C'est eux qui le prennent en charge. Ça, c'est des contusions cérébrales. C'est des contusions cérébrales. Ça aussi, c'est mauvais pronostic. Alors, pour vous parler un peu de la conclusion, ce que vous savez aussi, c'est la prévention. Mais cette prévention, on a dû parler de prévention, on a dû parler de campagne pour éviter ou pour diminuer les accidents, mais les accidents persistent toujours. L'intervention, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire il y a plusieurs médecins qui prennent en charge ces malades. Les neurochirurgiens, bien sûr, les radiologues, aussi les urgentistes sur le lit du malade. Il y a beaucoup de médecins qui prennent en charge ces malades. Mais donc, c'est le patient aussi qui est touché, mais aussi la famille qui est touchée aussi. Et on ne tient pas compte beaucoup à la famille. Donc, nous, le malade, lorsqu'il sort, c'est les neurochirurgiens qui le prennent en charge. Mais il faut changer cette attitude. Il faut que le malade devrait être pris en charge par beaucoup de personnes. Et là, je parle de l'assistante sociale aussi parce qu'il devrait avoir un rôle très important. Et ça devrait faire le pivot de tous ces médecins autour de l'assistante sociale. Et je parle aussi de certificat médico-légal. Vous allez me dire pourquoi le certificat médico-légal fait ici. Eh bien, si vous faites un certificat médico-légal incomplet, et il y aura un problème parce que nous savons des gens qui ont fait le certificat médical, ils ont oublié les dégâts dentaires. Eh bien, vous ne pouvez plus refaire ce certificat médical, malheureusement. Donc, il faut faire l'examen détaillé du patient pour ne rien oublier, parce que ce certificat médico-légal initial est très important. Et si vous oubliez quelque chose, c'est le malade qui va payer après, parce que le certificat secondaire après pour l'IPP, pour la guérison, il y aura toujours quelque chose qui manque de ce certificat. Donc, je répète que le malade devrait être vu par tous les médecins concernés, parce qu'il y a des malades qui sont agités, qui devraient être vus par un psychiatre, par un traumato, par le médecin neurochirurgien, tout le monde. Donc, c'est très important. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.